Merci de votre fidélité. Pour ce premier temps de parole, on va parler fonds européens, on va parler accompagnement de l'Europe, on va parler outre-mer avec le député européen Max Orville qui est sur notre département parce que le MODEM l'a invité. Bonjour monsieur le député. Bonjour madame, bonjour à vos téléspectateurs et vos auditrices et auditeurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est la seconde fois que vous venez à Mayotte avec près de 20 ans. 13 ans, n'exagérez pas. Ah oui, 2010, vous m'avez dit, pas 2003, oui, 2010. 13 ans d'écart entre les deux voyages. C'est un vrai plaisir de venir dans ce territoire devenu département et j'en suis très heureux et je souhaite à Mayotte d'achever cette mue et de bénéficier de tous les avantages liés à la départementalisation. 10 ans entre les deux voyages, vous avez trouvé Mayotte changée ? Oui, incontestablement. Il y a des progrès, il y a des grandes satisfactions, une population qui est toujours désireuse de travailler. Je crois au miracle économique. Je l'ai vu hier sur le plan éducatif dans les écoles de Doujani hier. Je suis donc très confiant. En même temps, à l'écoute, je suis venu là comme député européen pour prendre le pouls d'une situation que l'on pouvait qualifier de l'Hexagone d'explosive. Sur le plan européen, de voir un petit peu comment accompagner le développement économique, social et culturel de Mayotte. Bref, j'arrive avec des yeux... avec envie. Je vois un territoire qui est créatif, qui a envie de faire des choses et qui a droit à la sécurité. C'est l'opération Wambushu que je soutiens pour ma part et pour laquelle je pense que, indépendamment de cette opération, il convient de ne pas laisser le développement économique à l'arrêt. Il ne s'agit pas de faire des reconduites aux frontières, c'est nécessaire, mais il faut le faire avec humanisme et il faut permettre le développement de ce territoire qu'est Mayotte. Alors on commence notre deuxième programme opérationnel. Comme vous l'avez dit, on est un tout jeune département rupeisé depuis peu. Les porteurs de projets, les entreprises, les associations, quelquefois trouvent que l'accès aux fonds européens est compliqué. Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'on va apprendre ou est-ce que c'est quelque chose en règle générale qui est ressenti partout? Oui. L'accès aux fonds européens est compliqué. Cela mériterait des simplifications administratives que nous faisons remonter. C'est mon job notamment. Il y a un certain nombre de simplifications visant d'une part à être mieux accompagnés par les autorités de gestion, ce qui suppose des autorités de gestion ayant une ingénierie des dossiers permettant de suivre et d'accompagner encore une fois les porteurs de projets. La deuxième chose, c'est d'encourager ces porteurs de projets à travailler et à assurer un suivi de ces projets. Parce que c'est encore trop long entre quelqu'un qui porte un projet et qui va attendre 2 ou 3 ans pour avoir une réponse, c'est inacceptable. Ou pour être payé. Ou pour être payé, c'est inacceptable. Donc nous travaillons de concert, les députés européens, les autorités de gestion et le SGAE, c'est-à-dire le Secrétariat général aux affaires européennes françaises, pour arriver à trouver des processus plus lisibles, plus efficaces et plus performants. J'ai envie de dire juste là-dessus que d'autres pays de l'Union, du bassin méditerranéen, comme l'Espagne, accompagnent les porteurs de projets, j'ai envie de dire physiquement. On va vous aider, on vous accompagne jusqu'à la fin. Il ne s'agit pas de faire comme on le voit. Vous remplissez un dossier en ligne, déjà compliqué, ou pire, on va se faire aider par des lobbyistes qui vont réclamer une somme pour faire le job, évidemment. Faire le job, oui. Et donc, vous payez 2 fois. Bon. Alors, autre question, on a la chance de vous avoir sur le plateau, donc profitez. Voilà, j'en profite à fond. C'est un sujet que l'on aborde souvent sur les antennes de Kwezi. Vous avez parlé d'éloignement tout à l'heure de clandestins dans le cadre de l'opération Wambushu. Les fonds FED financent l'Union des Comores et financent l'aide à la pêche, et notamment la très belle usine à Anjouan qui fabrique les kwassa qui servent à l'immigration clandestine. Il n'y a pas un moyen
que cette aide s'arrête, étant entendu qu'un de vos collègues, André Rouget, donc député du Rassemblement national, a déjà demandé à la Commission que ça s'arrête, et la Commission lui a poliment fait une fin de non-recevoir. Alors écoutez, il ne vous a pas échappé que je ne partage pas les idéaux politiques de M. Rouget, qui appartient au Rassemblement national. Je viens d'une famille politique centriste, humaniste, qui est profondément respectueuse des individus et des territoires. Néanmoins, sur l'aspect que vous évoquez, en tant que premier vice-président de la délégation ACP, c'est-à-dire Afrique, Caraïbes, Pacifique, qui s'est tenue encore la semaine dernière à Bruxelles, j'étais à côté du représentant comorien. Donc je pense que c'est dans le cadre de cette instance, dans le cadre d'un partenariat Union européenne et Union africaine, que les choses doivent être dites et dénoncées. Donc je suis tout à fait favorable pour ma part de mettre ce dossier sur la table, c'est-à-dire que oui, on doit aider Mayotte, du moins les Comores, dans leur développement, et je crois que c'est une nécessité, oui, pour ne pas avoir à les refouler ici parce qu'ils viennent chercher fortune, si on puisse dire, mais en même temps, cela ne peut pas se faire en leur permettant de pouvoir le faire avec l'usine de Kwassa. Donc moi, je soulèverai le problème et nous verrons. Je n'écrirai pas à la Commission, nous allons d'abord passer dans le cadre d'un dialogue clair entre l'Union africaine, qui est d'ailleurs présidée par les Comores, et avec nos représentants pour dénoncer quelque chose. Dans ce cadre-là, on fait un certain nombre de résolutions. Eh bien, je proposerai une résolution en ce sens. Alors, vous êtes ici pour 4 jours. Hier, vous l'avez dit, vous êtes allé à Doujani pour une séquence dans les écoles du département. J'ai vu de très belles choses et il convient d'en parler et de souligner cette exigence éducative, cette ingénierie, cette créativité de la part des enseignants et des équipes pédagogiques, parce que j'ai rarement vu des gens qui travaillent dans des conditions d'une difficulté telle, que ça soit sur le plan matériel, que ça soit sur le plan des effectifs, des classes de plus de 30, j'ai vu des écoles de 750 élèves. Est-ce que vous imaginez ça dans l'Hexagone? C'est pas vrai. Bon, on les a scindés en deux. Il y a des aménagements pédagogiques performants et surtout, j'ai vu des enfants qui arrivaient à l'école comme moyen d'émancipation, qui croient en l'école. Et j'ai vu une autre expérience qui est fondamentale et qui contribue à rapprocher les adultes des enfants, l'école des parents. C'est-à-dire des mères qui venaient à l'école, qui apprenaient le français, qui s'intégraient dans l'établissement, qui participaient aux activités pédagogiques. Et bien tout ça, ça contribue aussi à diminuer la violence à l'école, à bien comprendre qu'est-ce qu'on fait, à créer une attractivité à l'école. Et encore une fois, je dis chapeau à tous ces enseignants, à toutes ces équipes, à tous ces parents qui mouillent le maillot et aux élus qui refont l'école. Le problème, on le voit bien, cette attractivité au niveau du premier degré est essentielle. Après, nous avons un maillon faible qui s'appelle le collège et qui, de tout temps, sur le plan national, est déjà en difficulté. Et ici, avec les problèmes structurels et conjoncturels que Mayotte rencontre, c'est une performance que les résultats au bac soient de 50%. Parce que la déperdition est importante entre l'âge de 11 ans et ceux qui vont sortir de l'école à 16 ans. Et qui vont suivre, surtout au collège, une scolarité assidue. Parce que ça aussi, on trouve des enfants, il y a le commandant de l'escadron qui est pas très loin, et il nous confirme qu'il y a des mineurs, bon nombre de mineurs, des fois de 11-13 ans, qui au lieu d'être à l'école, se trouvent en train de faire des blocages, ce qui est inacceptable. Mais en même temps, 50%, plus de 50% des jeunes collégiens entrent au collège sans maîtriser les savoirs fondamentaux. Donc le décrochage scolaire est quelque part le logique. Décrochage scolaire, mais bien évidemment. Mais j'ai envie de dire, aujourd'hui, à la fin de l'école primaire, il y a 20% d'enfants qui sont en grande difficulté. Arrivés au collège, il faudrait, selon nous, amplifier l'accompagnement de ces enfants en difficulté par la même créativité pédagogique que je vois à l'école primaire devrait être mise en œuvre dans les collèges. Mais encore une fois, il y a une surpopulation. Bien sûr. Il y a un manque d'établissements pour pouvoir faire. Et je disais, il faudrait peut-être se tourner de plus en plus vers des situations d'internat.
augmenter peut-être le nombre d'internats pour pouvoir canaliser ces jeunes, leur faire comprendre un certain nombre de choses, valoriser la formation professionnelle. L'enseignement professionnel doit être davantage encadré. Bref, il y a un gros travail qui est fait aussi dans les RUP. Là encore, je me tournerai vers le chef d'escadron. Il y a le RSMA, qui est une réussite totale. Maintenant, est-ce que les gens ont envie d'y venir? Mais en tout cas, dans d'autres territoires, Martinique, Guadeloupe, Guyane, on voit le succès. À La Réunion, chez nous aussi. Hein. Mais oui, mais il faut leur donner les moyens de faire ça. Alors, Gérald Darmanin, quand il est venu il y a 2 semaines, a dit que finalement la sécurité, c'était pas l'objectif, c'était un moyen, et que l'objectif était le développement économique du département. Vous avez des séquences aujourd'hui, je crois, avec les chefs d'entreprise et avec les organisations patronales. Qu'est-ce que vous attendez de ces rencontres que vous allez avoir? D'abord, de pouvoir affiner et aller au fond, justement, concernant les fonds européens. C'est-à-dire que les fonds européens, c'est une aide pour Mayotte. Et il faut donc qu'ils soient mieux utilisés, bien consommés. Je me bats dans tous les territoires d'outre-mer pour que les fonds donnés par l'Union européenne soient consommés. Il est inadmissible que dans certains territoires en voie de développement, ces fonds ne produisent pas leurs effets. Cela passe par déjà un conseil départemental qui redeviennent l'autorité de gestion. C'est ce qu'on appelle le principe de subsidiarité, c'est-à-dire qu'il est autorisé et de bonne facture, si j'ai envie de le dire, de laisser aux élus du territoire le soin de gérer leur territoire. Je rappelle que la départementalisation est un processus que Mayotte a accepté sur un certain nombre d'années, qui n'est pas achevé, et il ne faut pas biaiser ni tricher. Soit on fait la départementalisation et on donne les moyens au département de le faire, soit on continue la mise sous tutelle. Pour ma part, je suis pour une restitution de la compétence autorité de gestion pleine, entière et immédiate. Donc éducation, entreprise, donc autorité de gestion, les autres thèmes de votre déplacement, puisque vous êtes encore là pour quelques jours. Nous allons échanger, alors j'ai aussi un temps bien évidemment politique avec ma fédération. Je suis membre donc de la commission emploi au niveau de l'Europe, membre des affaires sociales, membre de la commission environnement. Et à ce titre, je porte une idée, suite au colloque des Outre-mer des solutions qui s'est tenu en Martinique il y a 2 semaines, de mettre toutes les régions ultrapériphériques françaises en laboratoire climatique. Cela veut dire qu'on doit tenir compte de l'environnement climatique, écologique. Et nos territoires, Mayotte, a des atouts fantastiques à faire valoir. Faune, flore, appréciation des aléas naturels et surtout des compétences qui doivent faire des régions ultrapériphériques et de Mayotte, un modèle. Et Mayotte doit sortir de la logique, je l'ai dit, il n'y a pas de retard à rattraper, il y a des avances à prendre. Donc c'est pas du tout la même chose. Et moi je crois dans ce territoire. Eh bien, écoutez, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup d'avoir passé du temps avec nous ce matin. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.